Et nous sommes avec notre invitée Dina El-Helou. Bon, il faut bien la présenter. Elle est coach holistique, elle est surtout méditante. Et comme nous parlons depuis un certain nombre d'années, 25 ans, et ce qui donne une somme d'expériences intéressantes qu'on pourrait partager avec ceux qui nous écoutent et qui s'y intéresseraient. Il n'est jamais interdit d'ouvrir des horizons. Il y a le monde du dehors et le monde du dedans. Et de ce point de vue, la méditation est un chemin pour aller davantage dans le monde du dedans. Et effectivement, sur ce chemin-là, on peut imaginer qu'il y a plusieurs sillons, plusieurs façons d'y entrer. Et de ce point de vue, avant de voir, entre guillemets, les souffles qui peuvent nous y mener, ou les inclinations qui peuvent nous y pousser, il s'agit peut-être pour nous d'essayer de cerner de quoi il s'agit quand on parle de méditation. C'est un mot en français, en anglais, qui est globalisant. Dans les terres où c'est né, entre guillemets, il y avait des mots beaucoup plus spécifiques, mais il y a disons différentes façons de percevoir la méditation, Dina El-Helou. Bonjour Badel, je suis ravie d'être là à nouveau. J'aime nos échanges. C'est un mot qui existe dans toutes les langues. Et puisqu'on est dans notre beau pays, je ne l'ai pas en berbère, en amazigh, pardon, mais je l'ai en arabe, c'est amoul. Il existe dans toutes les traditions, chez tous les peuples, mais bien entendu, le mot méditation est arrivé a commencé à être pratiqué en Occident dans les années 60, à l'époque des Beatles et David Lynch qui avait ramené un des grands maîtres de méditation, de la méditation transcendantale, qui est Maharishi Mahesh Yogi. Et donc, il y a eu cette ouverture en Occident, aux États-Unis, en Hollande, en Angleterre. Et puis après, c'est devenu la pratique des hippies, donc le mouvement hippie dans les années 70. Et ensuite, je parle bien sûr sur le côté occidental. Chez nous, Ta'ammul a toujours existé dans nos traditions. Nos prophètes ont toujours eu ces 40 jours de khalwa, ou 3 jours de khalwa, et c'est décrit dans le Coran pour le prophète Zakaria alayhi salam. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte des bienfaits de la méditation sur la santé mentale. Alors, je ne suis pas là pour en faire la promotion, pas du tout, parce qu'il faut faire aussi attention, il faut être accompagné, mais il y a plusieurs formes de méditation. Mais ce que j'ai entendu immédiatement, c'est un mot qui se rajoute à la méditation. Bon, dans les images qui nous viennent, ou qui viennent à nous, ce sont parfois des prospectus, ce sont parfois des interpellations des images, ou même des textes lorsque on commence à s'intéresser à ce registre-là. On peut lire méditation de pleine conscience et méditation transcendantale. On rajoute toujours un mot pour préciser de quoi on parle. Dina El-Helou. Oui, parce que moi je les classifie en 3 sortes de méditation. Toute méditation est transcendantale, c'est-à-dire qu'on transcende le mental. Okay, c'est aussi simple que ça. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on n'a pas de pensée, parce que la nature du mental, c'est d'être en activité. Le mental génère des pensées tout le temps, 24 heures sur 24, sauf quand on dort d'ailleurs. Ben oui, et des chercheurs se sont amusés à en compter le nombre par jour. Voilà, on est entre 85... Alors, quand je me souviens, il y a 20 ans ou 15 ans, on disait il y a entre 65 et 85 000 pensées par jour. C'était avant l'avènement. C'était avant l'avènement des réseaux sociaux et des téléphones, etc. Là, c'est revu bien à la hausse, comme tu viens de dire. On est à bien plus de 85 000 pensées par jour. Et donc, imaginez une machine qui n'arrête pas de générer tout le temps, et ces pensées ont directement un impact
sur notre physiologie et sur nos émotions, parce que nos émotions viennent de nos pensées. Je vais penser quelque chose d'agréable, je vais avoir une émotion agréable, un ressenti agréable. Je vais avoir une pensée, on va dire, non constructive, j'aime pas utiliser le terme négatif, non constructive, on va avoir un ressenti désagréable corporel, tout simplement. Donc, ces pensées, il faut les métaboliser. Parce qu'il y a un mode de process, comme on dit, de métabolisation. Parce que quand moi, je vais avoir une pensée non constructive ou qui peut générer de la colère, et ben la colère va générer de l'acidité. Tout dans mon estomac, cette acidité doit être métabolisée. Donc il ne faut pas croire que tout simplement on n'a pas de moyens de réguler, d'autorégulation. Et la méditation peut être utilisée comme une forme d'autorégulation si c'est adapté à la problématique du moment pour la personne. Oui. Et alors, il y a 3 grandes catégories, si j'ai bien entendu. Oui, excuse-moi, j'ai été à côté. Donc là, ce qu'on appelle la méditation transcendantale basée sur les mantras. Mantra, c'est un mot en sanskrit qui veut dire outil mental, en anglais mental tool. Et ensuite, nous avons les mindfulness, comme tu en as parlé. Donc la méditation, tu es en présence, tu es face à tes pensées et tu régules avec de la respiration. Et puis nous avons ce que je préconise pour les gens qui n'ont jamais médité, les méditations guidées où on va entendre quelqu'un qui va nous guider à avoir des pensées particulières ou à aller vers un ressenti particulier. Maintenant, les 2 premières dont je viens de parler sont beaucoup plus puissantes que la dernière. Pourquoi ? Parce que la dernière, le mental est toujours en activité. Et au dehors et au dedans. Voilà. Il essaie d'être au dedans, mais il est nécessairement au dehors. Au dehors, comme tu as dit, parce qu'il doit écouter quelque chose qui vient de dehors. En méditation aux sons primordiaux ou basés sur des outils mentaux qu'on appelle donc mantras. Et je vais juste expliquer là qu'est-ce que ça veut dire un outil mental. C'est un outil mental, c'est-à-dire on utilise ce mot non pas pour sa signification, parce qu'il n'a aucune signification, mais pour sa vibration. Et donc, il ne veut rien dire. Ce qu'il fait, c'est comme si on donnait un singe en train de sauter de branche à branche et qui a besoin une banane, mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, il saute, il pèle sa banane, donc le mental, il a besoin d'être nourri. Et puis, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque son ou mantra, outil mental et pensée, il va y avoir un espace qui va se créer. Et c'est cet espace qu'on appelle l'espace transcendantal. Dans Mindfulness, on observe nos pensées défiler devant nous, et on utilise notre respiration. Et puis donc, c'est laisser les pensées partir, parce qu'ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, parce qu'il y a ce rythme de mantra, pensée. Alors je vais dire mon mantra, je vais dire un mot qui veut rien dire, mais qu'on utilise pour sa vibration, comme je viens de dire. Et puis après, je vais dire, j'ai oublié mon pressing, j'ai oublié d'envoyer cet email. Mantra. J'ai oublié de dire ça à ma mère. Mantra. Donc je passe d'un à l'autre, mais en passant de cette pensée à une pensée qui ne veut rien dire, il va y avoir un espace, cet espace de transcendance. Donc voilà la différence. Oui, bon, il s'agit d'être à l'écoute, mais disons sur des fréquences autres que des fréquences habituelles. On va être à l'écoute de la respiration musicale et on va reprendre la suite de la méditation musicale. Cette fois-ci, on va dire. Ça dépend du choix de la programmation. Des fois, elle nous réveille, c'est-à-dire elle nous tire vers l'extérieur, ou elle nous... Oui, c'est aussi... Bon. Là, ses effets. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts et nous restons traditionnellement à l'écoute. Si vous avez des avis à faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Badr Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, qui est consacrée, notre émission, à la méditation. Et il s'agit de cerner de quoi on parle quand on parle de méditation, mais il s'agit aussi d'essayer d'entrevoir ce qui peut nous pousser à être sur ce chemin du dedans. Et c'est une question qui se pose bien entendu
au sens général, il y a différentes motivations. Au sens particulier, au singulier également, Dina Lelou. Oui, bien entendu, il y a la curiosité d'abord, parce que c'est présent aujourd'hui on voit ça partout, dans les journaux, sur les réseaux, donc il y a la curiosité. Et puis aussi, c'est utilisé comme une forme, comme un outil thérapeutique. Chez beaucoup d'accompagnants en santé mentale, la méditation est utilisée comme un outil qui permet de réguler, de calmer et surtout de créer une cohérence cardiaque aussi. Parce qu'on a parlé, la première fois que j'étais venue ici, on a parlé du stress, tu te souviens. Donc, un des antidotes au stress, c'est la méditation. Maintenant, il faut savoir aussi détecter quel genre de méditation et quel stress. Parce que souvent, quand les gens sont, on va dire, en très grosse dépression, la méditation n'est pas du tout conseillée. En tous les cas, une méditation seule ou guidée. La respiration aide énormément. Moi, je recommande toujours de faire quelques exercices de respiration avant sa séance de méditation. Ça permet justement de s'asseoir et d'être plus présent. Mais ça peut être aussi, bien entendu, des problèmes, pas nécessairement de santé, mais des problèmes relationnels ou beaucoup de confusion dans la vie. La méditation apporte beaucoup de clarté. Donc, c'est un chemin que peut explorer ceux qui gravitent autour du soin, ouais. Et ceux qui souhaitent y voir plus clair. Donc, bon, ce sont des volontés qu'on peut avoir. On peut vouloir se faire du bien, se soigner soi-même. Et on peut vouloir aussi être au service, aller au-delà de soi et partager parfois de bonnes ondes. C'est ce que nous essayons de faire dans notre émission. Donc ce sont là deux familles qui poussent les uns et les autres. Mais ce sont deux archétypes. Deux archétypes ancestraux. Dans Carl Jung, il y a les 12 archétypes et il y a ces deux archétypes qui existent dans les plus petites communautés humaines. Et de ce point de vue, cela explique l'écho que ça a aujourd'hui, que d'être à l'écoute, entre guillemets, de ce chemin possible. Je vois que nous sommes un peu contraints par le temps, mais il y a aussi des objections à être sur ce chemin-là, des méfiances ou des réticences. Elles viennent du fait qu'on se dit il y a un chemin, c'est la religion, c'est un chemin qui peut être un chemin extrêmement plein. Et de ce point de vue, il peut, pour certains esprits, comprendre, entre guillemets, la voie méditative. Dina Lelou. Absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, ta'ammul, donc la contemplation, ta'ammul ça veut dire contemplation, c'est aussi une forme de méditation, c'est différent quand même. Le khalwa, aller en dedans de soi, sans distraction extérieure. Donc tout ça sont des formes de méditation qui existent dans notre culture. Et souvent on me dit, mais je prie, pourquoi je vais méditer? Je dis, quand tu pries, tu parles, quand tu médites, tu écoutes. Donc il faut créer cet espace. Ah oui, nous on sera à l'écoute de Karim Droné à l'instant et on reprendra la suite de notre émission des experts qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin consacrée à la méditation et nous sommes pour en parler avec des méditants. Et être méditant, c'est une qualité, une façon d'être. C'est un état dans lequel on entre. C'est davantage que des choses qu'on fait. C'est un état qu'il s'agit de retrouver en étant sur un certain chemin, Dina Lelou. Bon, c'est une formulation possible, mais je vois tes réticences. Ouais, je suis un peu réticente à dire ça parce que pour moi, c'est une hygiène de vie. Méditer, pour moi, c'est une hygiène de vie. Ce n'est pas un état d'être parce que on va dire, les ressentis, les bienfaits de la méditation ne se font pas sentir nécessairement durant la séance de méditation. Mais ça change énormément de perspective. Ça nous permet de changer de perspective, de prendre du recul, enfin, de nous autoréguler, etc. Mais pour moi, c'est surtout, je le vois comme me brosser les dents, tout simplement. Je me brosse les pensées.
Méditer, pour moi, je me réveille le matin, je prends ma douche, je me brosse les dents, je me brosse les cheveux et je me brosse mes pensées parce que je pense que toutes les pensées qui nous traversent, dont on a parlé, on a dit en 85 000 plus vers 100 000 qu'on a tous les jours, eh ben, il faut les métaboliser, il faut pas, heureusement qu'on ne retient pas tout, hein. Et puis il faut nettoyer. Donc pour moi, méditer le matin, c'est brosser mes pensées comme je me brosse les dents. C'est une hygiène de vie. Je ne me pose pas la question. Et je sais, par exemple, si jamais tu me dis, est-ce que tu es resté quelques jours, est-ce que tu es resté quelques jours sans méditer, je vais dire, j'ai eu exactement la même sensation que si je restais 2-3 jours sans brosser les dents. Ça colle. Donc c'est la même chose dans la tête. Si je reste, ça m'est arrivé de rester 2-3 jours sans méditer, je peux vous dire que mes pensées ne fonctionnent plus du tout de la même manière. Façon. Mais d'où la formulation qui était état d'être. C'est un état d'être. Parce que cela change une certaine façon qu'on a d'être. Et en ce sens, si au sortir de chez soi, on a pris sa douche ou pas, on n'est pas les mêmes. D'ailleurs, il y avait un grand joueur d'échecs qui, entre les parties, allait prendre sa douche, une douche chaude, pour la petite anecdote, parce que ça, pour lui, ça ravivait, entre guillemets, il faisait peau neuve ses capacités mentales, ouais. Exactement. Ça permettait de... Ah, mais ça ravive les capacités mentales de méditer, ça je peux vous le dire. Et donc ça change une façon d'être. Mais en tout cas, il y a ce que ça produit comme effet. Et il y a une documentation scientifique. Et aujourd'hui, on avance sur un chemin davantage quand on est rassuré par la certitude que les résultats au bout de course seront au rendez-vous. Mais quand on est sur ce chemin-là, est-ce qu'on s'attend à retrouver tout ce qui nous a poussé à être sur ce chemin, Dina El Hello? C'est-à-dire, si avant de méditer, il y a des raisons qui vont nous pousser à être curieux d'explorer telle ou telle voie. Et les voies sont infinies, et les voies sont innombrables, les chemins de vie. Mais est-ce qu'on s'attend, au bout d'un certain nombre d'années de pratique, à retrouver ces effets tels qu'on les avait imaginés au départ? Alors d'abord, je dis toujours, quand j'enseigne la méditation ou quand je travaille dans ce domaine-là, toujours n'ayez aucune attente. Zéro attente, vraiment. Parce que dès qu'on est en attente, on se limite. Et on attend et donc on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert au miracle, au mystérieux. On n'est pas ouvert au beau parce qu'on a une attente spécifique. Maintenant, je peux vous dire qu'en 25 ans de méditation, j'ai jamais eu 2 méditations qui sont pareilles. Il n'y en a jamais 2 pareilles, jamais. Pourquoi ? Parce que mon état d'être au moment où je médite n'est jamais le même, tout simplement. En même temps, si on veut parler de données scientifiques, ça, nous avons les chiffres. Nous savons que ça réduit entre 30 et 60% le stress physiologique. Donc il y a des études qui ont été faites sur la méditation depuis les débuts des années 2000. Un peu avant, mais vraiment ceux qui ont été publiés depuis les débuts des années 2000 et ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, il y a une année qu'on a appelée l'année du coming out. C'était l'année 2014. Alors pourquoi on l'a appelée l'année du coming out ? Parce que c'était là où tous les CEO, tous les grands patrons du monde ont dit publiquement qu'ils avaient une pratique de méditation quotidienne, une forme de méditation quotidienne. Donc il y avait Larry Page, il y avait la patronne de Coca, il y avait, de Pepsi, il y avait certains de GAFA. Ouais. Donc c'était en 2014, je me souviens, donc ça fait 11 ans, waouh, ça passe vite. C'était l'année du coming out. Et donc on utilisait ces exemples pour encourager les gens à retrouver, à aller méditer, à aller en eux. Maintenant, la méditation, c'est gratuit, ça ne rapporte pas d'argent. On va dire, c'est parce qu'on peut le faire, on est autonome, on peut la faire toute seule.
Donc, c'est pas tout le temps prescrit, on va dire, par les accompagnants de la santé. Mais bien entendu, c'est pas quelque chose d'obligatoire, même quoique certaines branches de la psychologie intègrent certaines pratiques pour obtenir certains effets sur les patients qui peuvent avoir. En tout cas, c'est quelquefois une prescription, même d'hygiène de vie, mais c'est une prescription pour réduire certains effets jugés négativement et qui sont décrits par les patients à leurs accompagnants. Alors, ce sont parfois des psychologues qui prescrivent, entre guillemets, des méditations. Quand je parle des spécialistes de la santé, je veux dire, il y aura très peu de cardiologues qui vont vous faire dans votre ordonnance, vous prenez ça et ça et vous méditez 20 minutes par jour. D'où le terme holistique. Voilà, exactement. D'où le terme de coach holistique. Parce que et c'était une des thématiques de cette semaine, un continuum entre le corps et l'esprit. Et effectivement, il y a des incidences sur notre corps que produisent, entre guillemets, les états dans lesquels nous sommes. Si on est davantage dans un certain état, effectivement, il y aura une incidence au niveau de son corps, au niveau de son métabolisme. Alors, il y a des incidences que produisent les retards. On va essayer de les éviter. Il est 10h43 minutes. C'est le moment de la respiration musicale. Mais on va rentrer plus en détail, parce qu'il y a différents types de méditation. On parlait de méditation de pleine conscience ou de méditation qui sont des pratiques de respiration in fine ou des pratiques de respiration qui se rajoutent ou qui sont effectivement faites avant les méditations. On va y venir dans quelques instants après la respiration musicale. Et nous sommes avec notre invité que je vous présenterai rapidement à nouveau pour ceux qui se joindraient à l'émission. Nous sommes avec Dina El Hello qui est coach holistique et nous parlons de méditation. Donc il faut être un peu pratiquant pour essayer de nous renseigner sur les effets ou les qualités d'être qu'on peut avoir en méditant, même si il est parfois difficile de produire de la connaissance sur ces états par des mots. C'est une sensation. Quand on a pour reprendre la métaphore, quand on fait un certain nombre de choses quand on s'apprête, entre guillemets, c'est pas tout à fait le même état que lorsque on sort sans s'apprêter. Et de ce point de vue, ce décalage ou cet écart, c'est un ensemble de sensations, c'est un ensemble d'états qu'il est parfois difficile de définir. Pour autant, quand on parle de méditation, nous en avions parlé en début d'émission, il y a 3 grandes familles, c'est la méditation guidée, les techniques de respiration qui sont associées à la méditation. Dina El Hello, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, quand je suis rentrée au Maroc il y a une dizaine d'années, j'ai fait quelque chose que je considérais être un service à ma communauté. J'ai ouvert chez moi pour que tous les gens viennent méditer. C'était gratuit, ouvert à tout le monde. Il suffisait juste d'être recommandé par quelqu'un que je connaissais. Et donc j'ai eu des centaines et des centaines de personnes qui ont défilé. C'était tous les lundis ou les mardis soirs de 19h à 20h. Donc j'avais des gens qui venaient directement du boulot, que je ne connaissais pas. Je disais toujours que c'était le seul salon de Casablanca où on pouvait entendre une mouche voler. Après il y a eu Covid, donc j'ai arrêté. Et donc... pourquoi je préconise la respiration avant ? Donc, quand j'avais ces gens qui venaient le lundi ou le mardi soir après avoir conduit... Après 8 heures de travail. Après 8 heures de travail. Et surtout après... Voilà, oui. Surtout les embouteillages de Casa. C'est mon cauchemar. Et qu'ils arrivent chez moi, et puis leur respiration n'est pas naturelle. Enfin, bien sûr, elle est naturelle, mais elle n'est pas régulière. Okay. Donc, je ne vais pas leur dire tout de suite, je vais vous guider pour faire la méditation. Non, je leur fais faire d'abord des exercices de respiration. Alors, il y a plusieurs respirations, mais la plus simple, celle que je préconise toujours, parce qu'elle permet de réguler le système nerveux très rapidement, surtout quand on est stressé, c'est la respiration abdominale. Elle est très très simple. Il suffit d'inspirer 4 à 6 secondes et d'expirer 6 à 8 secondes. Donc, on expire toujours 2 secondes de plus que l'inspire. Et sans rétention. Quand on est seul, on ne fait pas de rétention. Parce quand on n'a pas l'habitude, on évite la rétention. Parce que vous savez, la respiration, elle est
extrêmement... elle a une incidence extrêmement profonde sur notre système nerveux. Donc on ne va pas jouer avec des exercices de respiration quand on ne maîtrise pas. Donc respiration abdominale, c'est-à-dire quand j'inspire, je gonfle mon abdomen, et quand j'expire, mon abdomen rentre vers ma colonne. Okay ? Et vous allez voir que la plupart des gens, quand ils sont stressés, ils font l'inverse. Quand ils inspirent, l'abdomen va vers c'est-à-dire il rentre, et quand ils expirent, l'abdomen sort. Ça, c'est vraiment un signe de stress direct. Okay. Donc juste en faisant quelques exercices pendant quelques minutes, pour avoir un effet physiologique d'un exercice de respiration, c'est minimum 6 minutes. Et croyez-moi, 6 minutes, ça passe très très vite quand on respire avec conscience. Donc, et ensuite, on fait la méditation. Bien entendu, il y a d'autres exercices de respiration, comme la respiration alternée. On expire, on inspire avec une narine, et puis on expire. On commence toujours par l'expiration et non par l'inspiration. Donc ça permet une corrélation et une cohérence des deux parties du cerveau. Ça permet aussi une meilleure focalisation. Oui. Donc bon, il y a plein de techniques. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, tu m'as mis sur mon sujet de prédilection, parce que je suis, après tout, n'oublie pas que j'enseigne, que c'est mon premier métier. Mais donc, oui. J'ai pas envie de faire un cours là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a un pli de l'enseignant avec le temps on peut reconnaître très très aisément. Je me suis retenu. Hein. J'entends bien, mais ça fait souvent de bons invités, bien au contraire. Et c'est aussi parfois on ne se dépouille jamais d'une connaissance qu'on a. Non. C'est la spécialité. En la donnant, elle se multiplie. Donc, et là, ceci de miraculeux. Que cette transaction, c'est la seule transaction de cette nature, Dina El-Hello. Mais des fois, les techniques de respiration sont associées. Des fois, c'est quelque chose qui est avant la méditation pour produire un certain effet, pour être dans un certain état. Mais j'ai entendu cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, il y a des méditations de cohérence cardiaque. Absolument, on en trouve plein sur YouTube. Mm-hmm. Alors moi, j'ai toujours un problème à méditer avec YouTube, parce que pour moi, c'est un réseau, c'est une image, c'est une vidéo, et c'est un son. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une publicité qui pop de façon inattendue. Voilà. Donc vous imaginez. Voilà. Bon, donc j'allais en citer quelques-unes, mais par contre, je suis partisane de certaines applications de méditation pour les débutants, où il y a des méditations guidées quand on ne sait pas méditer, et puis qui permettent justement cette régularité. Donc je sais qu'il y a des applications françaises, je ne suis pas très francophone là-dessus. Moi je connais l'application que j'utilise, que j'aime bien, que j'ai découverte lors d'ailleurs de ma formation en méditation en 2013, c'est Insight Timer. Et puis, elle est en toutes les langues. Et il y a énormément de méditations pour dormir, pour ceci, pour cela. C'est toujours bien, même si c'est une méditation guidée, c'est mieux que rien. Voilà, moi, c'est ce que je préconise. Même si ce n'est pas exactement ce qui va avoir l'effet voulu, on va dire, l'effet optimal, mais c'est mieux que rien. Mmh. Donc ça c'est un chemin pour ceux qui souhaiteraient s'initier. Oui. Parce que avec les problèmes de santé mentale que nous avons aujourd'hui, avec les problèmes de stress, de burn-out qu'il y a aujourd'hui, et surtout quand je vois les jeunes, là encore récemment, j'ai encore eu un jeune de 33 ans qui est en burn-out et qui n'a pas pu, ni le cardiologue ni le psychiatre a pu détecter qu'il était en burn-out. Souvent quand ça arrive à un jeune âge, c'est que quelque part on est sur une voie de garage. Si on est sur un chemin où on a le sentiment que pour carburer, il faille puiser dans une énergie où on va se sentir menacé, donc en danger, donc en réaction de stress par rapport à cela, donc on va carburer à cette énergie-là pour faire ce qu'on est censé faire, accomplir son devoir au travail ou dans la vie tout court. Et donc c'est un indicateur souvent que cet état, cet état de burn-out qui arrive en bout de course, Dina El-Hello. En bout de course, c'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est un effet qui se manifeste au bout d'un certain temps, mais c'est un signal
C'est un gros signal d'alarme. C'est un signal qui doit amener la personne à s'interroger sur sa trajectoire de vie ou sur certains mécanismes ou réactions qui sont ancrés ou qui ont été ancrés dans sa mémoire. C'est là où vous, les médias, vous avez un rôle à jouer qui est celui d'éduquer, parce que ces gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en état. Ils pensent qu'il y a une maladie qui arrive. Mais ils ne savent pas que c'est un stress permanent et que leur mode de vie, qui est complètement en dichotomie avec les besoins physiologiques et mentaux qu'ils ont, les a amenés à cet état. Ils ne le savent pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens viennent en pensant d'abord que leur mode de vie n'a rien à voir avec leur état, ou que, à la limite, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tout le monde vit comme ça. Ah bon ? Je dois poser mon téléphone 1 heure avant de dormir ? Ah bon ? Il faut. Mais moi, je parle au téléphone quand je déjeune. J'ai plein de rendez-vous. Celui-là, il m'énerve. J'ai 2 téléphones à la fois. Je scrolle. J'ai 50 rendez-vous. Ils trouvent ça. Pour un jeune, il est en train de construire sa vie. Donc pour lui, c'est entre guillemets normal, parce que tout le monde est comme ça. Et puis il va fumer un paquet par jour. Il peut même aller jusqu'à sortir le soir pour prendre un verre avec ses copains en pensant que ça va être le côté détente. Et à côté, il se réveille tous les matins avec une arythmie. Il va voir un cardiologue, il fait son électro. Ils disent « Ah, il y a une légère arythmie, mais c'est pas grave. » Non, alors allez voir un psychiatre. Il va le psychiatre, aucun de ces médecins n'a pensé à lui demander qu'est-ce que tu fais, combien tu as de téléphone, combien de temps par jour tu passes au téléphone et qu'est-ce que tu manges. Chacun est dans son couloir. Et qu'est-ce que tu manges. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment... Et donc il n'y a même pas cette sensibilisation à cette dichotomie entre notre mode de vie et nos besoins physiques et mentaux, notre physiologie, ce respect qu'on a de notre corps, qu'on doit avoir de notre corps. On peut parler au singulier et effectivement chacun peut faire ce qu'il peut, là où il est, Dina El-Hello. Et ce qu'on essaie de faire. Alors on va se retrouver pour la 2e heure d'émission qui se poursuit jusqu'à midi, et bien entendu nous resterons ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous parlons de la méditation, des plaies qu'elles peuvent soigner d'une certaine façon, parce que on y vient en écoutant un certain nombre d'inclinations qui peuvent être la volonté de se sentir mieux, de se faire du bien, de faire du bien autour de soi, d'être dans un état d'être, entre guillemets, qu'on va juger meilleur. Dina El-Hello, nous évoquions en début d'émission que ce n'était pas en opposition avec le chemin de la religion, puisque c'est quelque chose qui existe dans la tradition spirituelle qui est la nôtre, Dina El-Hello. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans quelles conditions ça se pratique ? Déjà, c'est se retirer des distractions extérieures, de ce qui peut nous amener nos pensées à aller vers l'extérieur, comme tu parlais tout à l'heure du dedans. Et donc aller vers l'intérieur. Aussi, tout ce qui va nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, en l'occurrence nos pensées, le défilé incessant de nos pensées, et voir quelles incidences elles vont avoir sur notre état. Tu parlais d'état aussi, d'état d'être. Donc, une pratique, c'est aussi d'observer sans juger, et donc et aussi de se relier à son Créateur, au divin. Quand on prie, on parle au divin. Mais il faut, pour entendre la voix sacrée du divin, il faut qu'il y ait un espace, il faut polir le cœur. Donc le polissage du cœur se fait par les dhikr. Et ensuite, il faut écouter, être dans le silence. Créer cet espace entre pensée et pensée à chaque fois qu'il devient un peu plus large, un peu plus grand. Et c'est là qu'on peut avoir des sortes de l'intuition, ou en arabe on dit le wahi,
Et on sait que ces intuitions viennent de quelque chose de bien plus élevé que nous, de quelque chose de bien plus grand que nous. De quelque chose dont on est quelque part l'écho. Absolument. Et on sait tout de suite que c'est une forme de vérité qui arrive. Il n'y a aucun doute. Oui, et ça me fait penser à une phrase d'un écrivain qui disait que être sur ce chemin, ou plutôt être sur le chemin de la découverte, ce n'est pas voir de nouveaux paysages, mais se fabriquer de nouveaux yeux. Absolument. Mais c'est une définition de la voie méditative. Ça me ramène à... C'est très intéressant parce que j'ai tout de suite fait le lien avec ce que je te disais. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que me brosser les pensées me permet aussi de polir mon regard intérieur et donc mon regard externe. Ah. Parce qu'on a les yeux qui regardent à l'intérieur et ceux qui regardent à l'extérieur. Oui, mais c'est quelque chose... c'est une pratique qui est associée au mieux-être, au bien-être. La spiritualité n'est pas spontanément associée au mieux-être et au bien-être. Et pourtant, c'est quelque chose qui est une force d'attraction aussi pour ceux qui sentent en eux-mêmes l'envie d'être sur la voie de l'exploration du dedans. Parce que certains, effectivement, cherchent le divin à l'extérieur, ou peuvent le voir dans les miracles de l'existence, mais certains, effectivement, peuvent le sentir à l'intérieur. Et c'est le chemin du dedans, dit Nahel. Alors, je vais te poser une question, et c'est quelque chose que beaucoup ont probablement déjà entendu. Est-ce que tu es un être physique ou est-ce que tu es un être spirituel ayant une expérience physique ? Quand tu parles de spiritualité, c'est notre ADN. On ne peut pas ne pas être spirituel si on est des êtres humains. Parce que ce n'est pas uniquement tout ce qui est tangible qui est réel. Et le meilleur exemple pour moi, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut toucher l'amour ? Est-ce que quand quelqu'un qu'on aime profondément nous quitte, est-ce qu'on sent qu'on l'aime moins ou qu'il ne nous aime pas ? Et tout ça n'est pas tangible. Et le spectre de ce qui est sensible dépasse la sensibilité des 5 sens. Absolument. Mais pour autant, est-ce qu'on l'exclut de la matérialité ? Bon, c'est-à-dire, si je veux être un esprit chagrin qui va formuler une argumentation autre que celle qui relierait l'amour à la spiritualité, je dirais que l'empathie, c'est un facteur qui nous pousse à prendre soin des uns des autres, et donc à renforcer le groupe et à renforcer la communauté. Et par incidence, permettre à ce qu'on soit les descendants de nos ancêtres, d'une certaine façon. Mais c'est une explication, et je ne suis pas certain qu'elle soit nécessairement contraire à ce que je viens d'entendre. Mais pour certains esprits, la matérialité est déjà suffisamment miraculeuse pour envisager qu'elle soit seul facteur explicatif de ce qui est. Din al-Halou. Mais ce qui pousse à explorer les voies méditatives, c'est cette appétence et cette sensation qu'il y a autre chose que ce qui se touche et ce qui se voit. Oui, oui, absolument. Et on le sent et on le sait. C'est intrinsèque à l'humain. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles spirituelles, comme il y a beaucoup d'écoles religieuses, mais elles ont une chose en commun, toutes sans exception, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Alors on peut l'appeler ce qu'on veut. Chez nous, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quelque chose vraiment qui est plus grand que nous. Donc, refuser la spiritualité, c'est nier ce qu'on est réellement. Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir de chemin de vie sans spiritualité, parce qu'à ce moment-là, il y aura vraiment beaucoup de... une amputation. Voilà, une amputation, et il y aura beaucoup de souffrance. Sans spiritualité, il y a beaucoup de souffrance.
Et ce qui nous y invite, c'est peut-être des choses bien diverses. 11h15, nous avons notre programmation et les musicales. Il y a de la musique spirituelle également. Je ne suis pas certain que ce soit la programmation du jour, mais on reprendra la suite de notre conversation des experts jusqu'à midi. Et nous sommes de retour pour reprendre le fil conducteur de notre émission qui est consacrée ce matin à la méditation. Et pour en parler, nous sommes avec Dina El-Helou qui est pratiquant depuis une vingtaine d'années, 25 ans, et qui est coach holistique. Alors, la méditation est un des aspects d'intérêt quand on essaie, entre guillemets, d'être accompagnateur d'une certaine façon. Et quand on accompagne des personnes qui s'interrogent sur ce qu'elles peuvent améliorer dans leur mieux-être ou dans leur façon d'être, la méditation est une des réponses, mais elle ne se résume pas nécessairement à être une voie qui nous permet de se sentir mieux, bien que cela puisse être une raison suffisante pour pousser ceux qui sentent, entre guillemets, un manque d'explorer ce chemin-là. Et dans la voie, dans la tradition qui est la nôtre, c'est dans un format qui est très particulier, sur lequel je voudrais qu'on s'exprime plus en longueur. J'ai entendu 40 jours, mais ça consiste en quelle pratique précisément? Que se retirer du monde et que de s'adonner à la contemplation. D'abord, il y a dans le ta'ammul, tu as la chose principale, c'est vraiment se retirer de toute distraction extérieure, comme tu viens de dire. Et puis, tu as plusieurs pratiques. Oui. Et chaque maître va avoir sa pratique, parce qu'il y a plusieurs maîtres, il y a plusieurs voies. Et nous sommes aussi la terre du soufisme, du mystique islamique. C'est notre terre, ici, au Maroc, grâce à Dieu. Et donc, il y a pas mal de voies qui vont guider les disciples vers justement ce chemin intérieur pour justement pouvoir se connecter à Dieu de manière adéquate, on va dire. Mais toutes les voies, toutes les écoles spirituelles soufis ont ça en commun. C'est retrouver cette verticalité. Et je pense pas que ce soit vraiment le sujet parce que je suis pas une grande experte, je pratique mais c'est très personnel. Et comme je dis toujours, ce qui est personnel doit rester personnel. C'est le chemin. Et puis chaque chemin est unique à la personne. Comme chaque dynamique sera unique entre la personne et celui qui va le guider. Donc c'est quelque chose qui va attirer pas mal de monde. Mais pour revenir à quelque chose de plus généralisé, le côté spirituel de la méditation, c'est celui dont tu veux parler maintenant, je le sens, c'est celui qui t'attire le plus en ce moment. Il ne peut pas aller... il va aussi avec le côté physiologique de la méditation. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Il ne peut pas y avoir de spiritualité sans l'aspect physiologique, c'est-à-dire sans les effets positifs. Oui, mais j'ai entendu polir son âme. Polir son cœur. Ou son cœur, mais pour le rendre plus réceptif. Absolument. Et... il y a certaines pratiques, entre guillemets, qui vont nous rendre plus réceptifs à la perception de quoi? À la perception de l'esprit, qui est la racine du mot spiritualité. À la perception de ce qui est divin en nous, le souffle divin qui me traverse, qui te traverse. Oui, le souffle de l'existant. L'existant. Oui. Et la vie. Oui, mais c'est une voie, et je le disais, c'est une voie qui est explorée dans beaucoup de traditions, de traditions religieuses. Dans notre tradition religieuse, il y a effectivement des chemins. Mais effectivement, ce que j'entends, c'est qu'ils ne sont par nécessité personnalisés. Et que... Absolument. Pour autant, il y a, entre guillemets, des prescriptions pour y entrer. Quand on dit
40 jours, quand on dit se retirer, c'est nécessairement suivre un certain... pour se rendre, entre guillemets, un bon récepteur, il faut faire un certain nombre de choses. C'est comme un athlète, il faut qu'il se prépare. Exactement. Voilà, on ne peut pas venir et devenir... on peut pas venir et être... Oui. Ballon d'or comme ça. Vu qu'on vient de voir ça il y a 2 jours. Donc il y a une préparation. Il y a un engagement. Dans notre culture, on appelle ça les sadhanas ou les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles, voilà. Et être constant. Être régulier, très très important. Donc c'est pareil. Quand on veut rentrer dans la découverte de soi, quand on veut améliorer notre vie, tout simplement, ça commence par l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est pas uniquement une hygiène de vie physique, c'est pas uniquement bien manger, faire du sport, c'est aussi nourrir son esprit, nourrir son âme, parce que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience physique et non l'inverse. Oui, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Et on aboutit à cette conclusion quand on en fait l'expérience. Et c'est quelque chose qui, lorsque c'est ressenti, a une portée tout autre que lorsque c'est quelque chose qui descend du mental vers le corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi, absolument. Pourquoi ? Parce que je peux te parler de la sensation de nager dans la mer pendant 2 heures ou 3 heures, mais tant que tu n'y seras pas dedans, immergé, tu ne sauras pas exactement, tu n'auras pas l'expérience, donc ça sera toujours quelque chose d'abstrait pour toi. Oui. Eh bien, en parlant de... Oui, c'est une métaphore d'onde, parce que la sensation d'être plongé, disons, dans le va-et-vient de l'océan, c'est une sensation. On va s'adonner à un autre type d'expérience. C'est le moment de la respiration musicale avant le flash d'information, le dernier qui nous est présenté par Karim Droné ce matin. Et on reprendra la suite de notre émission des experts dans quelques minutes. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invitée Dina El-Helou, qui est coach holistique, qui est méditante pendant un certain nombre d'années. Nous parlons de méditation spécifiquement ce matin. Alors, il y a beaucoup d'objections. On se dit quelquefois, c'est pas fait pour soi-même. Et on se dit quelquefois, la petite voix jacassante dans son cerveau, elle ne se tait jamais. Et donc, quoi ? Et c'est vrai. Oui. Bon, après, effectivement, la fréquence de jacasserie diffère d'un moment à un autre en fonction de ses humeurs, en fonction des personnes. Donc il y a des degrés, on peut se dire quand je ferme les yeux, il y a tout de suite 1001 pensées, ça ne s'arrête jamais. Donc je ne peux pas créer cet espace entre les deux pensées. On se dit c'est pas fait pour soi-même. Alors c'est une croyance, il y a une croyance erronée qui dit que méditer, c'est faire taire les pensées. Il n'y a rien de plus faux. Donc déjà, très souvent, on me dit, moi, je ne peux pas méditer, mes pensées ne peuvent pas s'arrêter, je sais pas, c'est impossible d'arrêter mes pensées. Mais qui te dit que la méditation, c'est pour arrêter tes pensées ? Pas du tout. La méditation, ce n'est pas pour arrêter tes pensées. La méditation, c'est un outil qui va permettre une régulation de ton état physiologique et mental, quand il est adéquat à ton besoin spécifique du moment. Donc c'est pour ça que maintenant, les gens qui veulent expérimenter par curiosité, maintenant il y a les gens qui font du yoga, ils disent mais je fais du yoga, au début du yoga ou à la fin de ma séance de yoga, on fait de la méditation. Je fais de la méditation guidée sur les différentes applications. Je suis tel maître en ligne et donc je fais ces méditations sur YouTube. Il y a 1001 façons d'y aller. Maintenant, moi ce que je voudrais différencier, la différence que j'aimerais faire, oui, c'est la méditation comme un outil de régulation. Et donc, à ce moment-là, on va parler de réguler les problèmes que nous avons qui sont dus au stress, parce que scientifiquement, ça a été prouvé que la méditation est l'antidote au stress et qu'il permet de réguler en 30 et 60% justement le niveau de cortisol, la tension artérielle. Ça, j'en ai fait moi-même l'expérience personnellement. C'était au début quand je commençais à méditer, donc j'étais
j'ai médité, mais de manière toujours très sceptique, et je cherchais toujours. Bon, on est éduqué à avoir un esprit critique. Voilà, et je cherchais toujours des choses qui allaient prouver que ça n'allait pas marcher. Ou alors bon, ça, c'est pas l'esprit critique, c'est l'esprit de contradiction. Oui, je l'ai un peu. Et aussi de voir toutes les données scientifiques, de recherche, etc., qui vont m'amener aussi à dire « Ah, ok, ça fait sens ». Et bon, maintenant, il y a une prolifération de recherches là-dessus qui est... Même sur des pratiques spécifiques aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de cohérence cardiaque. C'est la cohérence cardiaque, elle a ses effets, c'est clair, c'est net. Les méditations mindfulness ou les méditations qui utilisent un outil mental qu'on appelle communément un mantra ou les méditations transcendantales, c'est indéniable. Les chiffres sont là pour montrer les effets sur le stress, sur la physiologie, etc. Mais maintenant, il y a l'autre partie dont on a parlé au début de la deuxième heure, qui est l'approche spirituelle. Bon, ça, je préfère vraiment le laisser à tout un chacun, parce que c'est un chemin qui est très, très personnel. Et je n'ai pas envie d'en être en quoi que ce soit celle qui va inciter, loin de là. Par contre, je reviens aussi et j'aime mettre des garde-fous par rapport aux différentes pathologies que la méditation ne va pas nécessairement aider. Okay, parce que quand on a, comme j'ai dit tout à l'heure, une certaine pathologie mentale, comme on dit, psychosis, ou de dépression, l'apathie, etc., il faut vraiment le faire de manière accompagnée et pas seul. Parce que ça peut rajouter, ça peut encore du désarroi. Voilà. Si on est dans un moment de faiblesse, on va chercher dans la vie ce qui va nous prouver qu'on est encore plus incapable et non méritant d'être. Donc, absolument. Ou alors si on est sujet à des attaques de panique, il faut vraiment être accompagné pour utiliser cette méthode comme un outil d'accompagnement. Oui, mais le fait de savoir que c'est démontré que ça a un certain nombre d'effets n'empêche pas les uns et les autres de se dire que ce n'est pas fait pour moi-même. Ce n'est pas fait pour moi. C'est-à-dire, mes pensées ne s'arrêtent pas. J'y viens, mais avec une réticence. Soi-même, si j'entends bien Dina El Helloul, la partie de la réponse, c'était que pour vous-même, il y avait cette réticence initiale et pourtant, c'est 25 ans que je pratique. Absolument. Donc, mais on n'a que des connaissances erronées sur soi-même. D'abord, il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt à revoir ses positions. Et puis aussi, pour certaines personnes, vont dire moi, je médite de manière différente. Je cours. Non, courir, c'est pas ça, parce qu'il y a une activité physique, encore une fois, et donc il y a une stimulation. D'autres personnes vont dire, moi je fais ma prière. Oui, super. Fais 10 minutes de silence avant ta prière et juste observe ta respiration, observe tes pensées pendant 10 minutes avant ta prière et tu verras que ta prière sera bien plus différente et te connectera bien plus à ce que tu cherches. D'autres vont dire, moi je regarde la mer. Oui, c'est vrai, c'est une forme de méditation contemplative, parce qu'il y a aussi des méditations avec les yeux ouverts. Ah oui. Voilà. Donc trouver mais venir et dire ce que tu viens de dire tout à l'heure, moi ce n'est pas fait pour moi, je dis mais c'est ta nature. L'espace, la vacuité fait partie de notre nature. Nous avons besoin de vacuité. Okay ? Nous avons besoin d'espace. Physiologiquement, sans vacuité, une digestion ne peut pas être faite. Okay ? Si un jour on parle d'Ayurveda, j'y reviendrai. Sans vacuité, tu pourras pas t'endormir. Parce qu'à un moment donné, il faut le vide pour s'endormir. Et encore une fois, je répète, méditer, ce n'est pas créer du vide, parce que la nature du mental, c'est d'être en activité, mais c'est qu'entre chaque pensée et pensée, tu vois, entre la pensée de j'ai oublié d'envoyer cet email, il ne faut pas que j'oublie les affaires au pressing, mon fils, il faut que je lui fasse son mot pour l'école, ok, ces trois pensées donc, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, il y a quand même une fraction de seconde entre chaque pensée. Okay. Une autre chose aussi qui aide, c'est d'écrire, ce qu'on appelle le journal. Pourquoi ? Parce que quand on écrit,
notre main ne peut pas écrire aussi vite que l'on pense. Donc ça ralentit les pensées. Donc respirer, écrire, méditer, créer cette vacuité. C'est pour ça qu'on n'écrit pas les mêmes ouvrages aujourd'hui qu'auparavant. C'est vrai. Bon, il est 11h46, il va nous rester une dizaine de minutes pour traiter notre thématique du jour. Nous parlons de la méditation, mais on se retrouve après la respiration musicale qui parfois accélère le rythme et parfois le décélère. Et nous sommes ce matin avec notre invité Dina El-Hellouf, qui est coach holistique. Nous parlons de méditation. Alors aujourd'hui, c'est une réponse à certains mots MAEX de la société. Et ici, effectivement, il y a un engouement. Si c'est une pratique qui se développe d'une certaine façon, qui s'observe en nombre de pratiquants plus important de jour en jour, pas seulement dans notre pays, mais à l'échelle planétaire, c'est que quelque part, c'est une réponse à un mouvement de balancier qui s'est écarté d'un certain état d'équilibre, Dina El-Hellouf. Et en tant que coach holistique, on n'y est par nécessité sensible aux besoins du moment. Absolument, absolument, parce que comme tu as parlé de mots, MAUX, pour moi, un des mots les plus présents dans notre société, c'est la santé mentale. Et tu dis qu'il y a cet engouement pour la méditation. Je me souviens encore quand j'étais venue au Maroc et que j'avais commencé justement ces rencontres, enfin ces méditations que je faisais, qui étaient ouvertes au public, tout le monde, etc. Les gens venaient beaucoup par curiosité. Ensuite, comme tu as dit tout à l'heure, une fois que tu as l'expérience, tu as envie de la répéter parce qu'elle t'a fait du bien à ce moment-là, ou alors ça t'a pas parlé, ça dépend. Donc il y a beaucoup de gens qui sont devenus des réguliers de ce jour par semaine. Et je leur posais la question, est-ce que vous le faites quand vous venez pas ici? Ils me disaient, c'est dur de le faire seul. Et c'est vrai que l'énergie de groupe est différente. Et toujours différente. Et très supportive, elle soutient très... Mais même, je vais aller encore un peu plus loin. Au début, très souvent, j'évitais même d'utiliser le mot méditation pour ne pas inciter de résistance. Donc, je disais juste s'asseoir et observer, respirer, regarder ce qui se passe, et expliquer ce qui se passe dans vos pensées. Donc, juste décrire, faire un état des lieux. Un mot est une case et on se positionne toujours par rapport aux endroits. Et un mot, c'est un endroit vis-à-vis de soi-même. On se dit, c'est d'où le fait qu'en essayant de se définir, on s'exclut de certaines expériences. Absolument. Avant même d'en faire l'expérience, avant même de leur donner leur chance d'une certaine façon. Ce sont les a priori et tout le monde a des a priori sur tous les sujets. C'est aussi un piège du langage quelquefois. Absolument. C'est le piège du langage. Ouais. Mais maintenant, c'est un choix. C'est un choix de vouloir aller mieux. C'est un choix de devenir responsable de sa santé, de son bien-être. Et puis, c'est un choix qui est purement personnel. C'est-à-dire, personne ne peut l'imposer à quelqu'un d'autre. Et dans ce choix, on a plusieurs outils. Et dans les outils aujourd'hui, de la santé mentale ou de la santé en général, il y a une partie de responsabilité. Et il faut changer justement cette approche où je vais mal, je vais taper à la porte du médecin. Du spécialiste, oui. Je vais aller, il va me donner une pilule, je vais la prendre, je vais aller mieux. Et moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Non, ça se passe pas comme ça. On en a parlé une fois, on parlait des 4 P de la santé. Les 4 P de la santé, c'est santé participative. Donc, on est responsable. Et on doit participer à notre guérison, on doit participer à aller mieux. Nous avons donc un des outils, qui est celui du sujet d'aujourd'hui, c'est expérimenter, voir qu'est-ce que ça va me faire. Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je vais me sentir mieux si je fais une séance de méditation, si je suis accompagnée, si je peux le faire? Et puis aussi, il y a l'adage qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est vrai. Donc il faut qu'il y ait cette intention, il faut qu'il y ait ce désir de vouloir aller mieux. Oui. Et à ce moment-là, dans le jargon, j'entends l'appel quelquefois. Oui.
Les personnes, bon, pour dire cette expérience, disent qu'il y a eu un appel qui les a attirés, entre guillemets. C'est notre mental ou peut-être notre constitution qui essaie d'établir du sens ou d'en créer pour soi-même, pour justifier le fait qu'on se retrouve davantage à certains endroits et moins à d'autres. Et la méditation est un endroit, quelque part. Il faut même l'organiser. Et oui. Il faut même l'organiser dans sa propre existence. Comme je dis, c'est une hygiène de vie. Oui. C'est mon brossage, personnellement, c'est mon brossage des pensées. Quand je me brosse les dents et les cheveux, je me brosse les pensées. J'entends bien. Mais je reviens à la question, parce que je le disais, s'il y a cet engouement ou cet intérêt, c'est que quelque part, c'est une réponse à un mal-être. À un mal-être. Et c'est une réponse spécifiquement à un mal-être du temps. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans cette période-là, on trouve où il y a cet appel davantage pour cette pratique-là, de la méditation, Dina El Helloul. Qu'est-ce qui crée cette condition, ou qu'est-ce qui pousse les uns les autres à y voir une réponse à ce mal-être du temps? Le partage des expériences, quand on se reconnaît dans l'autre, quand quelqu'un va raconter son expérience, et moi je vais me reconnaître dans ce récit, dans cette narration, à ce moment-là, je vais dire, tiens, lui il fait ça, il dit qu'il allait mieux avec ça, je vais essayer. Donc il y a moi je pense qu'on influence, qu'on est tous des influenceurs des uns des autres, oui. Et ça dépend bien entendu, encore une fois, ce qu'on recherche. Ça dépend de ce qu'on recherche, mais ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on évolue. Bon, j'ai évoqué dans les propos d'introduction l'agitation, et le nombre de pensées par jour, disons, a été revu à la hausse, et peut-être que ce sont les déséquilibres qui poussent à trouver des réponses pour, entre guillemets, retrouver davantage de maîtrise de soi-même. Tu parles d'agitation mentale, n'est-ce pas? Oui. Bien entendu. Et effectivement, si on dévie par rapport à un certain axe, il y a quelque chose qui nous y ramène. Et j'y voyais peut-être une réponse à l'engouement qu'on a pour cette pratique davantage aujourd'hui au Maroc, mais dans le monde. Dans le monde entier, oui. Dans le monde entier. 11h56, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. C'est l'heure d'Atlantique midi, et c'est surtout l'heure des actualités qui nous seront présentées dans quelques instants par Kamal Khassal. Merci. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.